Laetitia Hallyday. 9 ans ont passé, et pourtant une question continue de brûler sous les cendres. Peut-on vraiment refermer la porte sur l'amour, quand cet amour a eu le visage d'un mythe, quand elle murmure encore que Johnny était l'amour de sa vie? Faut-il y voir un souvenir, une fidélité, ou une blessure qui n'a jamais cessé de saigner? Et si, derrière les apparitions maîtrisées, les robes de lumière et les sourires de façade, Laetitia Hallyday n'avait jamais réellement quitté l'ombre de l'homme qui a bouleversé, sauvé, consumé et façonné toute son existence? 9 ans après la mort de Johnny Hallyday, le soupçon est devenu presque une évidence intime. Laetitia Hallyday n'a jamais totalement réussi à l'oublier. Le temps a fait son œuvre sur les calendriers, pas sur certaines douleurs. Et si elle a connu, après le drame, des tentatives de reconstruction sentimentale, elle a elle-même laissé entendre à plusieurs reprises qu'aimer à nouveau n'effaçait rien, qu'il fallait presque réapprendre l'amour, comme on réapprend à respirer après un incendie. Dans une confidence restée marquante, elle disait qu'être heureuse de nouveau pouvait lui donner l'impression de trahir Johnny. Ailleurs, elle reconnaissait que Johnny demeurait encore si présent que certaines histoires semblaient se vivre à trois. Ces mots, au fond, disent tout. L'absence n'a jamais vraiment remplacé la présence. Elle l'a simplement rendue invisible. Pour comprendre cette confession tardive, il faut revenir bien avant le deuil, bien avant l'héritage, bien avant les polémiques. Avant d'être Laetitia Hallyday, elle est Laetitia Boudou, née le 18 mars 1975, dans un environnement familial qui n'a rien d'un conte linéaire. Son père, André Boudou, ancien rugbyman devenu homme d'affaires, et sa mère, Françoise Thibault, se séparent alors qu'elle n'est encore qu'une enfant. Avec son frère Grégory, elle grandit entre les fractures familiales et les déracinements. Très tôt, une fragilité s'installe. L'anorexie surgit dans ces années de turbulence, comme un mal silencieux, un combat intérieur qui ne quittera jamais complètement le récit de sa vie. Plus tard, elle rejoindra son père à Miami, abandonnera vite l'école française locale et s'orientera vers le mannequinat. Vue de loin, l'histoire semble glamour. Vue de près, elle ressemble déjà à celle d'une jeune femme qui apprend à survivre avant même d'apprendre à vivre. Puis vient cette rencontre devenue presque légendaire. Le 25 mars 1995, à Miami, dans un restaurant japonais, Johnny Hallyday croise la route de Laetitia. Lui est déjà une institution, un monument populaire, un homme que la France entière regarde. Elle est très jeune, 20 ans à peine, encore à l'âge où l'on cherche sa place, pendant que lui approche déjà l'automne d'une vie tumultueuse. Un an plus tard, le 25 mars 1996, il se marie à Neuilly-sur-Seine. Elle a 21 ans, lui 52, et la cérémonie est célébrée par Nicolas Sarkozy, alors maire. Rien que ces chiffres ont suffi à allumer la machine à juger. 31 ans d'écart, un mythe fatigué, une très jeune femme, une union immédiatement auscultée, suspectée, interprétée. On a voulu y voir un calcul, une fascination, une emprise, une illusion. Mais ce que beaucoup de témoins, et plus tard Laetitia elle-même, ont raconté, c'est autre chose. Une relation fusionnelle, réparatrice, orageuse, démesurée. Pas un amour tranquille, un amour qui ressemblait à Johnny lui-même, incandescent, excessif, vulnérable sous le cuir. C'est ici que commence la première grande ambiguïté de leur histoire. On a souvent raconté leur couple comme une belle image. La jeunesse, le rock, l'icône enfin apaisée, l'épouse attentive, la famille recomposée, les photos au soleil, les vacances, les regards. Mais sous le vernis, il y avait les déchirures. Laetitia ne s'en est d'ailleurs jamais cachée complètement. En 2022, dans une interview rediffusée et largement commentée de nouveau en 2026, elle revenait sur les infidélités de Johnny et sur le pardon qu'elle avait choisi. Ces propos ont provoqué un tollé chez certains internautes, justement parce qu'ils révélaient une réalité moins lisse, plus dérangeante. Aimer Johnny, c'était aussi accepter ses failles, ses écarts, ses blessures, son chaos. Elle expliquait en substance que si elle ne pardonnait pas, elle perdait l'amour de sa vie. Beaucoup ont entendu une soumission. D'autres y ont vu le portrait d'un attachement absolu, peut-être trop absolu. C'est toute la contradiction de Laetitia Hallyday. Aux yeux des uns, la gardienne d'un grand amour. Pour les autres, la prisonnière consentante d'une passion si puissante
qu'elle a dévoré tout le reste. Cette histoire ne se résume pourtant pas aux blessures conjugales. Il y a eu aussi un autre combat, plus secret, plus intime, plus féminin au sens le plus douloureux du terme, celui de la maternité. Laetitia a parlé de son infertilité, qu'elle a liée à son anorexie passée, et de plusieurs fausses couches qui ont marqué son parcours. L'une d'elles, évoquée publiquement, l'avait conduite jusqu'à 5 mois de grossesse. Ce n'est pas un détail secondaire dans sa biographie, c'est une fissure fondatrice. Derrière la femme exposée, photographiée, commentée, il y avait celle qui affrontait l'échec répété du corps, le sentiment d'injustice, la perte intime que les projecteurs ne savent pas raconter. C'est dans cette zone de douleur qu'il faut comprendre la place presque sacrée qu'occupent Jade et Joy dans sa vie. En novembre 2004, Johnny et Laetitia adoptent Jade, née au Vietnam. En décembre 2008, Joy rejoint à son tour la famille. Laetitia a souvent décrit ses adoptions comme les plus grands miracles de son existence. Pour elle, la maternité n'est pas seulement un bonheur, c'est une victoire arrachée au désespoir. Et pourtant, même dans ce bonheur-là, le destin a gardé sa part d'ombre. Car la famille Hallyday n'a jamais été une forteresse sereine. Au contraire, plus le couple Johnny-Laetitia apparaissait soudé, plus les tensions périphériques semblaient se durcir. La fracture avec David Hallyday et Laura Smet, les deux aînés de Johnny, n'a pas commencé au moment du décès, mais la mort du chanteur a transformé ce malaise ancien en guerre ouverte, publique, implacable. Lorsque le testament californien de Johnny a placé Laetitia en position centrale, la crise a explosé. La presse a raconté une succession déchirée, des royalties gelées, des procédures en France et aux États-Unis, des camps irréconciliables, une famille livrée aux avocats. Des années durant, l'image de Laetitia s'est alors figée pour une partie du public. Non plus seulement la veuve endeuillée, mais la femme à qui l'on reprochait de contrôler l'héritage, la mémoire, l'image, parfois même la légende. Les archives de presse montrent clairement que le conflit successoral a opposé Laetitia à David et Laura autour d'un testament californien dont elle était la seule bénéficiaire avant qu'un accord n'intervienne finalement en 2020. C'est là que notre procès, plus cruel encore, commence. Celui de l'opinion. Dans les années qui suivent la mort de Johnny, Laetitia n'est pas seulement endeuillée, elle est observée, contestée, parfois sifflée, souvent accusée. On l'accuse d'être trop présente, trop absente, trop élégante, trop froide, trop rapide, trop triste, trop contrôlante. Quand elle protège les archives, certains parlent d'appropriation. Quand elle organise la mémoire de Johnny, d'autres dénoncent une mise en scène. Quand elle tente d'avancer, on la soupçonne d'oublier. Quand elle revient au souvenir, on l'accuse d'exploiter. Peu de veuves de figures aussi immenses ont été obligées de vivre leur deuil sous une telle lumière. Et c'est cela peut-être que beaucoup n'ont pas voulu voir. La douleur de Laetitia n'a jamais eu le droit d'être simple. Elle devait en permanence se justifier, se défendre, se calibrer. Son chagrin n'était pas seulement personnel, il était devenu un objet de commentaire national. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday meurt à Marne-la-Coquette, à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer du poumon. L'émotion en France est immense, presque historique. Les obsèques du 9 décembre 2017, entre les Champs-Élysées et l'église de la Madeleine, prennent l'allure d'un adieu national. Pour Laetitia, ce jour-là n'est pas seulement celui où la France pleure une idole. C'est le jour où le centre de gravité de sa vie disparaît. Quand elle parle ensuite d'une douleur qui ne passe pas, ce n'est pas une formule, c'est le constat d'un effondrement, car il faut se rappeler à quel point leur vie s'était organisée autour d'une fusion presque totale. Le quotidien, les enfants, les maisons, les voyages, la carrière, les combats médicaux, les habitudes, la vulnérabilité. Johnny n'était pas un mari dans un coin de la photographie. Il occupait tout le cadre. Sa mort n'a donc pas créé un vide ordinaire. Elle a creusé un gouffre. Après un tel choc, chaque tentative de recommencer porte en elle une part de culpabilité. C'est précisément ce que Laetitia a confié lorsqu'elle a accepté de parler de ses relations après Johnny. Avec Pascal Balland d'abord, puis plus tard avec Jalil Lesper, elle a laissé entrevoir une vérité peu spectaculaire mais profondément humaine. Le problème n'était pas seulement de rencontrer quelqu'un, mais d'accepter intérieurement qu'un nouveau bonheur ne soit pas une trahison. Elle disait qu'il était difficile d'apprendre à aimer parce qu'on a l'impression de tromper son mari.
Elle disait aussi que Jalil lui avait redonné le goût à la vie, alors qu'elle ne pensait pas pouvoir être heureuse sans trahir Johnny. Voilà la clé de sa confession, 9 ans plus tard. Ce n'est pas qu'elle refuse par principe l'idée d'un nouvel amour, c'est qu'aucun amour nouveau n'entre dans une maison intérieure où Johnny n'a jamais quitté sa place. Et c'est sans doute pour cela que les rumeurs ont toujours prospéré autour d'elle. Dès qu'un homme apparaît, la machine médiatique s'emballe. On lui reproche d'aller trop vite. Puis, quand une histoire s'éteint, on conclut qu'elle restera prisonnière du passé. Le public people adore les scénarios simples. La veuve inconsolable ou la femme qui tourne la page. Mais Laetitia n'entre dans aucune de ces cases. Les rumeurs ont souvent été plus nettes que la réalité. On a raconté qu'elle avait déjà refait sa vie, puis qu'elle s'était libérée, puis qu'elle avait trouvé l'équilibre. Or, ses propres confidences montrent un tableau beaucoup plus nuancé. Oui, elle a essayé. Non, Johnny n'a jamais cessé d'être là. Oui, elle a été aidée par certaines rencontres. Non, elle n'a jamais eu l'impression d'être entrée dans une normalité affective simple. Autrement dit, la vérité corrigée est moins sensationnelle que la rumeur, mais beaucoup plus tragique. À cette tragédie intime s'ajoute une dimension presque symbolique. Laetitia a souvent semblé devoir protéger seule un empire affectif, artistique, commercial et mémoriel. Gérer l'héritage de Johnny, ses maisons, ses droits, ses archives, ses hommages, sa présence posthume, c'était se charger d'un mausolée vivant. Et cette position l'a exposée à une critique permanente. Certains lui ont reproché une gestion trop verrouillée de la marque Johnny. D'autres ont jugé ses prises de parole maladroites, surtout lorsqu'elles survenaient dans des moments encore inflammables. Dans le climat passionnel qui entoure toujours le nom Hallyday, la moindre parole se transforme en grenade. Une confidence sur les infidélités? Tollé. Une évocation trop tendre? Soupçon de fabrication. Une présence à un hommage? Récupération. Une absence? Détachement. Laetitia a appris, brutalement, qu'aimer une légende après sa mort signifie être jugé comme dépositaire illégitime ou unique d'un patrimoine qui n'appartient jamais à une seule personne. Pourtant, réduire Laetitia Hallyday à la guerre d'héritage serait manquer un autre aspect essentiel de son personnage, son rapport à l'image, au style, à l'apparition. Depuis longtemps, elle cultive un goût marqué pour la mode, le raffinement, les univers couture. Sa présence régulière dans les cercles mondains, au Festival de Cannes ou dans des événements liés à la haute couture, participe de cette silhouette publique très française, à la fois sophistiquée et scrutée. Chez elle, la mode n'est pas seulement décorative. Elle joue parfois le rôle d'une armure. Dans l'univers des célébrités, surtout lorsqu'on est une femme, l'allure devient une stratégie de survie. On montre une ligne, une tenue, un maintien, pour ne pas laisser voir l'effondrement. Derrière chaque apparition élégante, beaucoup ont voulu lire de la frivolité. Mais il est possible d'y lire autre chose, une manière de rester debout. Il y a aussi dans le parcours de Laetitia une solitude particulière, celle d'avoir été aimée pour ce qu'elle représentait, détestée pour ce qu'elle symbolisait, rarement regardée pour ce qu'elle traversait vraiment. On oublie trop souvent qu'avant d'être veuve, avant d'être l'objet d'une guerre de succession, elle avait déjà été la jeune femme jugée par la différence d'âge, puis l'épouse confrontée à la maladie d'un homme vieillissant, puis la mère confrontée à l'impossibilité biologique d'enfanter, puis la femme attaquée pour sa place même dans le clan. Il y a chez elle une constance troublante. À chaque époque, elle a dû défendre sa légitimité. Légitimité à aimer Johnny. Légitimité à être sa femme. Légitimité à être mère. Légitimité à porter son nom. Légitimité à gérer ce qu'il laissait derrière lui. Légitimité, enfin, à continuer à vivre sans qu'on lui dicte la vitesse du deuil. Cette succession d'épreuves explique peut-être pourquoi sa parole, aujourd'hui, sonne moins comme une confession romantique que comme l'aveu d'une fatigue ancienne. Alors, qu'avoue-t-elle réellement, 9 ans après? Pas seulement qu'elle n'a pas oublié Johnny. Cela, tout le monde le savait déjà. Ce qu'elle avoue, plus profondément, c'est qu'une partie d'elle ne veut peut-être pas vraiment oublier. Parce qu'oublier serait banaliser. Parce qu'oublier serait perdre encore une fois. Parce qu'après avoir traversé les fausses couches, les tempêtes conjugales, les critiques, le cancer, l'enterrement national, la guerre familiale et la solitude publique, il ne reste parfois qu'une fidélité intérieure comme dernière terre ferme.
Dans ce contexte, dire qu'elle n'est pas décidée à s'engager dans un nouvel amour maintenant n'est pas une posture. C'est peut-être l'expression la plus honnête de sa situation. Elle n'est ni fermée à la vie, ni délivrée du passé. Elle est entre les deux, dans ce lieu ingrat où l'on avance sans quitter ce qui a brûlé derrière soi. Les confidences qu'elle a accordées sur l'amour après Johnny vont toutes dans ce sens. Elle a essayé de revivre, mais sans jamais arracher l'homme disparu de son paysage intime. Au fond, la grande erreur du public a peut-être été de croire qu'il fallait choisir entre deux récits, celui de la veuve inconsolable ou celui de la femme libérée. La vérité de Laetitia Hallyday est plus inconfortable, donc plus vraie. On peut tomber amoureuse après la mort de l'homme de sa vie et continuer à le pleurer. On peut sourire à Cannes et garder une chambre intérieure en ruine. On peut protéger un héritage en s'y perdre soi-même. On peut être accusé d'avoir trop vite recommencé, alors qu'en réalité, on n'a jamais vraiment recommencé. Laetitia Hallyday est peut-être prisonnière de cette contradiction depuis 2017. Survivre sans renier, aimer sans effacer, exister sans trahir. Et c'est pour cela que son histoire continue de fasciner. Parce qu'elle raconte moins une chronique people qu'un dilemme universel. Que devient une femme quand son passé a la puissance d'une légende? Que reste-t-il quand le grand amour n'est plus là, mais occupe encore chaque pièce du cœur? Chez Laetitia Hallyday, la réponse n'est ni propre, ni nette, ni consolante. Elle ressemble à une cicatrice que le temps a blanchie sans jamais la refermer. Elle a connu des hommes après Johnny, oui. Elle a tenté de reprendre le fil, oui. Elle a voulu respirer à nouveau, oui. Mais au bout du compte, ce qu'elle finit par reconnaître ressemble à ce que beaucoup pressentaient depuis longtemps. Certains amours ne meurent pas avec ceux qui partent. Ils changent seulement de forme. Ils deviennent des fantômes souverains. Laetitia Hallyday n'est donc pas seulement la dernière épouse d'un monument français. Elle est devenue, malgré elle, la gardienne d'un deuil sans date de péremption. Une femme qui a porté le nom d'un géant, supporté les éclats de sa chute, ramassé les morceaux d'une famille déchirée et tenté, tant bien que mal, de se tenir droite dans le vacarme. On peut discuter ses choix, ses maladresses, sa gestion de la mémoire de Johnny. On peut trouver certaines de ses prises de parole imprudentes, certaines de ses apparitions trop calculées, certaines de ses décisions trop fermes. Mais une chose demeure difficile à nier. La blessure chez elle n'a jamais sonné faux. Et si elle admet aujourd'hui qu'elle n'a pas oublié Johnny, ce n'est pas parce qu'elle cultive un mythe, c'est parce que certains êtres, lorsqu'ils vous ont aimé, abîmé, sauvé et accompagné si profondément, ne quittent jamais tout à fait votre vie, ils cessent seulement d'y répondre. Voilà sans doute le vrai secret derrière cette confession tardive. Laetitia Hallyday n'attend pas simplement un nouvel amour. Elle attend peut-être la permission intérieure de vivre sans culpabilité, dans un monde où Johnny ne serait plus une absence douloureuse, mais une présence apaisée. Et tant que cette paix-là n'est pas venue, elle continuera d'avancer avec cette élégance mélancolique qui la suit depuis des années. Une femme debout, oui, mais toujours accompagnée par un fantôme. Si cette histoire vous a touché, laissez un like et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées dans les vies, les secrets et les blessures des plus grandes célébrités.